Fidélisateurs de la RTNT Katanga, nous vous disons bonsoir. Vous qui avez choisi cette chaîne, votre chaîne pour en savoir plus dans votre magazine économique concret que vous avez pris l'habitude de suivre chaque mardi à 20h15 et jeudi en rediffusion à 13h45. C'est parti pour ce nouveau numéro, ce premier numéro dans les cadres de la levée des mesures de l'état d'urgence, dans les cadres du déconfinement de la RDC qui avait commencé l'état d'urgence depuis le mois de mars et l'état d'urgence vient de prendre fin le 21 juillet, donc c'est le premier numéro que nous vous présentons après l'état d'urgence. Mais pour ce premier numéro après l'état d'urgence, bien sûr, nous recevons pour vous le professeur Labibo Ketchou. Avec le professeur Labibo Ketchou, nous allons faire une autopsie de l'économie, mais cette fois-ci, nous allons entrer dans le deux régimes. Nous avons eu le régime de Joseph Kabila Kabange, qui a dirigé le pays de 2001 à 2018, et le deuxième régime que nous avons, le régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est encore là, qui est aux affaires, de 2019 jusqu'à ces jours. Donc, professeur, c'est parti pour cette autopsie de l'économie de la RDC sous ces deux régimes. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Alors, tout dépendra, n'est-ce pas, du comportement de l'État. Chez l'État, le gouvernement doit assumer la responsabilité d'envisager des possibilités d'intervention dans la vie économique, ou soit de relancer l'activité économique par la relance de la production intérieure brute, qui est devenue comme étant socle de la vie des Congolais. Et puis, deuxième élément ici, il faut la politique des grands travaux. La politique des grands travaux. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par la politique des grands travaux? Donc, la réalisation des infrastructures, des grands ouvrages, capables, n'est-ce pas, ici, d'améliorer les conditions des sites, n'est-ce pas, économiques de la population. Parce qu'une économie qui n'est pas assise sur des ouvrages consistant à tendance à développer des infrastructures qui vont répondre aux besoins de la population, ben ici, cette économie ne sera pas. C'est l'incapacité de cette économie de répondre aux besoins de la population. Et c'est là qu'il y a la crise. C'est cette crise-là qu'on appelle crise économique. Voilà. Donc, lorsque nous sommes incapables, notre économie n'est pas à mesure d'assurer la satisfaction des besoins de la population par la production de biens et services et par une bonne répartition des ressources, ben ici, vous tombez en crise. Et s'ajoute maintenant une crise sanitaire qui s'ajoute, qui arrive à dérégler, à fragiliser l'économie, à remettre en cause tous les efforts qui étaient consentis de manière à relancer l'activité économique. Alors maintenant, pour chercher à relancer l'économie et comme ça, il faut trouver d'abord des solutions à la crise sanitaire. Or, réellement que non, c'est une crise, il ne faut pas voir ça seulement dans les mauvais sens. Cette crise, on peut dire réellement que non, élèvement la bienvenue, parce que ceci permettra de rendre le responsable des États, les dirigeants des États, qui soient plus consciencieux pour permettre à eux, n'est-ce pas, de prendre des mesures d'intervention et de mobiliser des ressources pour essayer de relancer l'activité économique. Vous savez réellement qu'en période de crise, n'est-ce pas, ici, c'est la période où l'État se réveille pour relancer l'activité. C'est là où il y a des réalisations. Prenez par exemple le cas de la Chine qui a déboursé au moins pour essayer de remettre son économie sur les rails. Pendant cette crise, n'est-ce pas, ici, la Chine a déboursé 516 milliards, 1000 milliards plutôt, je m'excuse, 516 000 milliards pour son intervention dans la vie économique, en finançant les entreprises et puis en relevant son économie. En finançant les entreprises, en relevant l'économie, vous êtes dans cette optique, l'état d'urgence levé, le déconfinement de la RDC, vous êtes dans cette politique économique qu'il faut relancer des grands travaux, vous le dites, mais nous allons aborder cette grande question. Deux régimes, Joseph Kabila Kabange qui a dirigé ce pays de 2001 à 2018 en tant que chef de l'État, mais aussi Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est aux affaires depuis 2019 jusqu'à ces jours. Lorsqu'on vous pose la question, 60 ans après l'indépendance, d'abord nous allons dans 60 ans, quelle critique faites-vous de l'économie de la RDC? Oui, l'économie de la RDC est devenue hypothétique. Très hypothétique, très hypothétique. Vers les années 60, notre économie était dans les meilleurs palaces. On avait une grande économie, une économie qui est capable, d'accord, de répondre à tout. Et en fait de compte, d'être plus forte par rapport aux économies de certains États qui étaient même des pays limitrophes, même l'Afrique du Sud, même le Canada. Nous, on était les premiers à ce niveau-là, même la Chine en soi. Vous voyez, à cette époque-là, le Congo avait un taux
avait réalisé ce que nous appelons ici un PIB qui répondait à 17 millions d'habitants. À ce moment, donc 1958, vers 1958. Juste avant l'indépendance. Juste avant l'indépendance, là-bas, nous, on avait, n'est-ce pas, ici, le PIB que nous réalisons aujourd'hui, c'est ce que le Congo réalisait au moment où on était encore 17 millions d'habitants, vers les années 1958. Et nous sommes passés à ça, pour la simple raison qu'il y a un désordre. Le désordre qui s'est installé depuis ces années-là, à un moment donné, des guerres, nous ne pouvons pas revenir sur ça ici, on forçait notre économie. On finit par forcer notre économie de telle sorte réellement que non, les unités de production, soit la vie sociale commence à être menacée, etc. etc. Il a fallu l'intervention en 60 là, toujours en 60 là. Nous, la Belgique avait encore ses pays avant 60, et en 60, quand il y a eu l'indépendance et qu'on a restitué à l'État congolais tout ce qu'on pouvait d'accord avoir comme actif. Et c'est cet actif qui était tellement costaud, à telle enseigne que cet actif nous a servi, et a servi même Mobutu pendant qu'il faisait son coup d'État en 65 là, n'est-ce pas, ici, d'être dans les meilleurs palaces. Donc Mobutu de 65 jusqu'à 1974. Vous voyez, c'est cet actif costaud que la Belgique nous a laissé et qui a permis à ce que Mobutu a géré le consort. Pour ce temps-là, l'économie congolaise se comportait encore très bien. On était dans les meilleurs palaces du monde. Donc vous parlez de 1958 jusqu'en 1974. 114 là, parce que d'abord, sur le plan monétaire, sur le plan de la monnaie, nous on avait une monnaie forte. Vous savez que la monnaie est le reflet de la santé économique d'un État. Et le franc congolais à ce moment-là, avant que Mobutu procède en 1972, a une réforme monétaire. N'est-ce pas ici qui permettrait d'accord de substituer les francs congolais avec les aïrs monnaies. Vous voyez, l'économie était florissante. Et les indicateurs sont là. Et qui démontrait. Nous, on avait d'abord un haut salaire. Les salaires, c'était tellement des salaires consistants. D'abord, une stabilité terrible, une faiblesse d'inflation, à telle enseigne que l'inflation était très faible. Donc, cela suppose qu'on a vécu une période où les gens consommaient correctement sans connaître des hausses de prix répétitifs comme aujourd'hui. Voyez, et qui affectent le pouvoir d'achat de la population. Et puis, en fait, de compte, il faut comparer 17 millions d'habitants, on est passé à 21 millions d'habitants, on est à 25 millions d'habitants en 1977. Alors, quand la crise a commencé à secouer les pays, donc l'économie congolaise commençait à se fragiliser vers les années 1974. Taux de dépenses, les finances publiques, désordre, n'est-ce pas, des finances publiques, accroissement des dépenses, la création des institutions budgétivores. Et c'est là où Mobutu a commencé à créer même des institutions telles que des femmes, là, en conditions féminines. Et le leadership que nous cherchons aujourd'hui pour la gestion des unités de production, la gestion des organisations et des institutions congolaises, ça demande un comportement qu'il faut définir. D'accord, on y va, parce que là, ça va faire l'objet d'une autre émission. Oui, oui. Dans les années 1974, oui, oui. Vous condamnez qu'il y a eu trop de dépenses. Oui, trop de dépenses comme Mobutu a procédé par la zéronisation, c'est-à-dire que la remise de la gestion des unités de production ou des institutions entre les mains des aïros à l'époque. Voyez, à ce niveau-là, c'est là où le dérapage a commencé. Et c'est ainsi maintenant qu'en 1977, voyez, constatant la gravité de la crise économique et surtout de la conjoncture économique internationale qui a affecté notre pays, oui, la paralysie d'accord de cours des produits miniers ou de nos produits, n'est-ce pas, destinés à l'exportation ici, a entraîné comme conséquence la baisse des recettes d'exportation. Voyez, et ce qui a poussé les pays maintenant ici à le recours à l'endettement. Nous avons aggravé notre service de la dette, on a aggravé ça. Et la conséquence en est que quand vous devez vous endetter, n'est-ce pas, à l'extérieur, vous devez savoir que l'endettement extérieur, il y a des conditions, n'est-ce pas, des fonds, des formes qu'il faut remplir. Et on vous dit par exemple que non, bon, vous devez rembourser 54% de vos recettes d'exportation en devises. Or, réellement, que non, les réserves d'échange qu'on appelle les réserves internationales sont constituées uniquement par les rentrées des devises là qui relèvent, non, qui proviennent plutôt des exportations. Et ces exportations, on va prélever 54% pour assurer les remboursements. Mais vous allez rester avec 46%. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Parce qu'il faut reconstituer les réserves d'échange. Donc 54%, c'est le taux sur l'endettement. Oui, oui. Et 54%, c'est que vous devez rembourser. Rembourser, oui. Et le 46%, c'est ce qui restait à la RDC. Oui, ce qui restait à la RDC, de reconstituer d'abord sa réserve d'échange. Il faut avoir des réserves d'échange, parce que c'est une garantie. Cette réserve d'échange assure la convertibilité et donne des garanties suffisantes à tout importateur. Or, nous sommes dans une économie aussi, l'une des caractéristiques fondamentales qui bouffe l'économie congolaise, c'est son caractère extraversé, qui est tourné vers l'extérieur. Et imaginez-vous que lorsque l'économie est tournée vers l'extérieur, nous consommons de l'extérieur et nous devons, tout ce que nous produisons ne soit pas consommé localement.
Voyez, c'est consommé à l'extérieur. Et quelle est la conséquence alors? La baisse de cours des produits dont les prix sont fixés par les acheteurs. Quand il y a baisse, automatiquement, vous allez voir, il y aura l'attarissement des recettes d'exportation en devises. Conséquence, la monnaie qui est sur le marché, n'est-ce pas, la balance des paiements. Donc, je dois parler de la balance des paiements après. Mais cette baisse des recettes d'exportation n'offre plus la possibilité à un État, ou soit à la Banque centrale, de disposer, n'est-ce pas, une permanence des devises qui permettra à elle d'assurer son intervention dans les marchés d'échange en vue de stabiliser les taux d'échange. Car la stabilisation des taux d'échange conditionne la stabilité des prix. Et puis, la stabilité des pouvoirs d'achat. Oui, tout ça, c'est ce que nous appelons l'échéance sociale. Il faut assurer cette socialisation de la population. Il faut rendre l'humanisation. C'est ça qu'on appelle l'humanisation. C'est-à-dire que les salaires doivent être versés, mais il faut garantir, il faut des mesures d'accompagnement, même si on augmente les salaires aujourd'hui. Mais tant que le niveau des prix n'est pas maîtrisé, n'est pas sauvegardé ici, eh bien, il y aura toujours la détérioration du pouvoir d'achat de la population. Et c'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui, les grands phénomènes que nous sommes observés aujourd'hui, c'est la détérioration du taux d'échange et qui implique automatiquement l'inflation pour laquelle nous demandons à des ménages congolais que vous êtes de développer des stratégies, comment gérer vos budgets pendant ces temps ici. Ça demande, c'est une question de responsabilité. Donc, en vous entendant déjà parler, professeur Lamiboké, vous démontrez déjà que l'économie de la RDC allait déjà mal. Oui. L'économie de la RDC a soufflé quand même un peu de 1958 jusqu'en 1958. Oui, c'était une meilleure économie là. Oui, c'était une meilleure économie. Ce qui a permis à nous, avec ces réserves d'organiser même le combat à l'Iforeman, qui nous a rapporté encore des moyens de paiement internationaux pour lesquels les aïeux monnaies s'est bien comportés. Attention, il y a la période des francs congolais, et puis à un moment donné, il y a eu une rupture, il y a eu une réforme monétaire, et il y a eu les aïeux monnaies qui est venue, voyez, où $1 se changeait, un zaïre se changeait contre $3. Ça, c'est très important ici. Ça, il faut aussi signaler que Mobutu, pendant ces temps-là, il a eu une bonne gestion, une bonne gouvernance, qu'il faut aussi d'accord. Oui, de la politique monétaire, parce qu'il y avait un conseil monétaire. Ouais, il y avait un comité de politique monétaire très efficace qui suivait l'évolution de tous les agrégats, ce que nous appelons les indicateurs, les signaux. Voyez. Alors, vers les années 60, je voulais arriver au niveau des 77 là. Mobutu constate cette crise-là. Une crise qui a secoué, liée à la conjoncture économique internationale, liée également à des mutations économiques qui s'opèrent à l'extérieur. Alors l'économie congolaise, comme c'est une... Oui, zaïroise, comme c'est une économie, c'est la dette extérieure qui pose des problèmes, même quand nous sommes en train de contracter des engagements aujourd'hui. Mais demain, après-demain, une dette qui est contractée aujourd'hui, ce sont des impôts de demain. Nous sommes dans cette... Alors, Mobutu met en action le plan Mobutu qu'on appelle le plan de redressement de l'économie nationale. Un plan qui répondait sur 5 priorités, n'est-ce pas, ici pour lesquelles ces 5 priorités, c'est que le président Joseph a utilisé comme les 5 chantiers. Vous voyez, entre-temps, si vous lisez très bien... Pour vous, les 5 piliers qui ont été utilisés à l'époque dans le plan de redressement de l'économie nationale, oui. C'est le même plan qui a été utilisé d'une certaine manière par Joseph Kabila et qui a à un moment le chantier. Mais oui, donc ça dit que les concepteurs des 5 chantiers, ils se sont inspirés de ces 5 priorités du plan Mobutu. Il n'y avait pas que de mauvaises choses. Non, il n'y avait pas de mauvaises choses. Il y a eu de bonnes choses, sauf vraiment que le tout se caractérise par une gestion. Mais avec Mobutu, il y avait eu quand même une situation économique vers les années 74. C'est là où tout a commencé à tomber. Et quand on a commencé à accroître les dépenses, commencer pour répondre, créer des institutions là que j'ai dit budgétivores là, des institutions qui n'ont pas de contrepartie économique et consort. Vous créez par exemple la MOPAP, mobilisation et propagande. Nous allons dire au président Félix d'éviter les erreurs du passé. Parce que les erreurs du passé vont nous amener ici à restreindre, à contraindre, c'est-à-dire à restreindre les trains de vie de l'État, les trains de vie des institutions. Parce qu'à cause de ça... Le train de vie des institutions, il faut restreindre. Nous sommes en train d'évoluer avec vous. Donc, sous Mobutu, il y a eu ces 5 piliers du plan de redressement de l'économie qui a été récupéré sous Joseph Kabila et se sont inspirés. D'abord, dans ce plan Mobutu-là, quand il y a des difficultés de financement, parce que la Banque mondiale a accepté de financer à 5 milliards, mais quand il y a des difficultés, vous savez que la Banque mondiale met à votre disposition cette somme d'argent, c'est une ligne de crédit. Mais en fait de compte, quand vous allez commencer à utiliser, eh bien, à un moment donné, vous dit arrêtez-vous ici parce que vous n'avez pas respecté les conditions. Voyez, et c'est là où il y a des difficultés. Mobutu a essayé de résumer ce plan-là à un programme agricole minimum. Programme agricole minimum, je me rappelle encore en passant Boboli Golokonga qui était premier commissaire d'État à l'époque qui a réduit. Avec ça,
il y a eu quand même des effets, il y a eu une petite relance qui a amélioré même les conditions de vie. Qui n'a pas traîné à cause de quoi ces carences de financement et les désordres au niveau des finances. Parce que Mobutu a remis les véhicules, les jeeps, les tracteurs à tous ces parlementaires-là, donc qu'on appelait à l'époque les commissaires du peuple. Très bien, madame. Mais quelle a été la conséquence? Au lieu que nous puissions avoir ces différents véhicules et ces différents des tracteurs-là et des jeeps-là, au niveau des centres de production, non. Ces véhicules sont restés à Kinshasa, dans des maisons de femmes et qui tirent là-bas. D'accord, évoluons. Vous avez trop de problèmes avec les femmes. Nous évoluons. En fait, nous sommes déjà à entendre déjà vos explications. Nous entendons déjà l'époque de Joseph Kabila. Parce que nous avons dit nous allons prendre l'époque de Joseph Kabila. Mais avant d'abord que nous puissions parler de Joseph là-bas, il y a Laurent qui est venu. Il est venu pas avec ce que nous appelons bâton magique. Il a pris seulement des mesures. Vous savez réellement que oui, à ce moment-là, Laurent travaille d'abord avec des Zaïre monnaie, les nouveaux Zaïre. Il y a une stabilité. Parce qu'il est venu, il a trouvé les dollars américains, $1, c'est 1450 nouveaux Zaïre. 1450 nouveaux Zaïre. Et quand vous avez $100, ça fait 14 500. J'ai les données parce que je suis économiste dans mon laboratoire là-bas. Vous avez un carton de poulet, vous avez un sac de riz, vous avez un sac de farine de maïs, vous avez un carton de tomates de 50 boîtes, et vous avez ici un carton de 24, de 12 ou 24 bidons d'huile, n'est-ce pas, ici, de saumon. Vous avez ça dans les $100. Et c'est comme ça qu'il a fixé même d'accord les salaires des militaires à $100. Il y a quand même une certaine amélioration. Mais oui, mais justement c'est ça. Donc il a su stabiliser, il n'a pas pris de mesures, il n'est pas allé à l'endettement. Voyez, il a mis une discipline dans la gestion des finances publiques. Donc, vous reconnaissez que Mobutu, il y a eu un problème au niveau de l'endettement. Oui, c'est tout ça. La dette extérieure nous a posé de problèmes en ce qui concerne l'économie. Il y a eu un moment intéressant, c'est de 1958 avant l'indépendance. Nous avons eu l'indépendance en 1960, de 1960 jusqu'en 1977, c'est ce que vous dites. C'était encore des bons moments. 1977 jusqu'à la fin du mandat de Mobutu, il y a eu des soucis. On a essayé de récupérer avec le programme agricole minimum. Boboliko, il n'a pas. Justement, oui. Alors, lorsque nous évoluons, il y a eu Laurent Désiré Kabila qui est arrivé en 1997. De 17, 18, 19 là. Oui. Pour vous, ça a été aussi des moments intéressants sur le plan. Oui, des moments intéressants sur le plan économique parce que. Oui, il n'a pas fait les recours à l'endettement. Pas question de s'endetter. On doit mobiliser les ressources internes. Et vous savez également que son arrivée, vous avez une gestion avec un caractère nerveux et pour lequel celui qui devait oser, d'abord on devait mettre la main sur lui. Oui. Voyez. Alors, on a eu quand même le temps d'arrêter. Mais oui, on a mobilisé des ressources. On a mobilisé les ressources. On a eu le temps quand même de punir. Oui. Parce qu'en fait, en RDC, on se rend compte, et sur le plan politique et sur le plan économique, il y a toujours des décideurs politiques qui ne sont pas punis, qui sont dans l'impunité. Donc, sous Laurent Désiré Kabila, il y a eu quand même ceux qui étaient punis. Oui. Il n'a pas voulu voir d'accord ces différentes blagues-là que nous avons vécues avec Mobutu à la fin, là. À la fin, là, M. et consorts là-bas, où les gens prenaient l'argent de l'État, faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire, organisaient des fêtes, des anniversaires, consorts là-bas, des dépenses très inutiles à ce niveau-là. Alors, lui, il a dit, il n'a pas question avec ça. Il est venu avec une nouvelle mentalité. Il a voulu développer une nouvelle philosophie de gestion de ce pays ici. On devait en profiter de ça. Hélas. Il est parti. Pas d'endettement. Vous pensez que cette période-là, elle a été une très bonne période dans ces concerts parce que nous parlons de ces 60 ans d'économie, mais nous avons dit nous allons nous attarder sur deux régimes. Mais 60 ans, autant de chefs de l'État, Joseph Kabila, Félix Antoine Tshisekedi, Joseph Kasavu, Mobutu, Sese Seko, Laurent Désiré Kabila, ça nous fait 5 chefs d'État. Donc pour vous, vous pensez que la période de Laurent Désiré Kabila, elle était plus ou moins bonne? Si on lui avait donné le temps, on ne devait pas se retrouver dans cette situation ici. Je pense qu'il devait mettre toute une batterie, n'est-ce pas, des paramètres pour bien gérer et de manière à éviter des catastrophes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, cette discipline qu'il avait imposée, maman, c'est la discipline, c'est la justice qui doit élever une nation. Ça, c'est très important.
Mais oui, justement, c'est ça. Parce que les Congolais sont tellement trop têtus à telle enseigne qu'ils n'aiment pas écouter. Quand on dit des choses, non, et ils sont toujours habitués à contourner les choses. Surtout avec l'affaire de Mobutu, là, les impériens et les autres qui nous avons vécu là-bas. Bon, c'était ça. Mais Laurent est venu, il a mis une discipline de fer. Il a dit vraiment que pas comme ça, il faut changer la donne. Alors, après ça, nous avons raté. Nous avons raté. Nous avons raté un décollage qui était très important et on attendait à tout. Parce que les signaux démontraient déjà la stabilité des prix, les taux d'échange, les salaires, on améliore, les conditions de vie commencent à s'améliorer. Il y a des choses qui commencent à rentrer en ordre. Mais dommage, l'international nous a fait ce qu'il nous a fait là-bas, le président est parti. Ok, d'accord. Nous sommes d'accord avec vous. Nous sommes en train de suivre votre analyse. Nous sommes sous Laurent Désiré Kabila qui a donné de l'élan. C'était une bonne période. S'il était encore vivant, on allait être dans les meilleurs palaces. On suppose. Hein. On suppose. Alors, mais quand même, sous Laurent Désiré Kabila, il y a eu la planche à billets qui a tourné, avec une nouvelle monnaie locale, une nouvelle monnaie nationale, le franc congolais. Oui, oui, nous sommes... Si le nouveau Zaïre s'est comporté bien lorsqu'il est arrivé aux affaires, pourquoi avoir choisi maintenant de quitter le nouveau Zaïre pour aller au franc congolais? Oui, madame, très bonne question. Et vraiment, vous avez cette capacité de imagination et cette responsabilité. Vous avez suivi l'histoire économique de notre pays. Pendant ces temps-là, quand on a lancé les francs congolais, on veut revenir à substituer les aïrs monnaie francs congolais. Et oui, il y a eu des débats. Il y a eu des débats. Et moi, j'ai intervenu dans une chaîne de télévision de la place, et puis à Kinshasa, c'est pour essayer d'éclaircir. C'était ça l'erreur qui était commise par le président. Il ne pouvait pas non plus, oui, il ne pouvait pas chercher à faire cette réforme. Voyez, parce que la réforme monétaire, là, n'est-ce pas, quand on dit réforme monétaire, il y a changement de signe monétaire. Nous quittons les nouveaux Zaïre, qui étaient déjà très stables. Et bien encadrés. Mais oui, très stable et un très bon encadrement et une politique monétaire consistante. Et puis cohérente. Ça, c'est très important, cela. Au lieu de chercher à laisser le temps. C'est l'une des raisons pour laquelle j'avais critiqué cette réforme monétaire. J'avais dit qu'il faut éviter de faire la réforme monétaire pour la simple raison, pour des raisons politiques seulement. Parce qu'on se débarrasse des aïeux monnaies, de Mobutu, on se débarrasse de tout ce que Mobutu a fait. Même tout ce que Mobutu a fait comme étant bien, eh bien ici il faut se débarrasser de ça. On devait garder ça. Les présidents Kabila devaient cogner d'abord avec les nouveaux aïeux. Le président Laurent Désiré Kabila. Oui, c'est ça. Il devait cogner d'abord avec ça. Mais quelle était la conséquence? Cette réforme est venue. J'avais dit, j'ai écrit même au niveau des ministres des Finances qui étaient à l'époque là-bas, Talangaï, qui est déjà décédé, que son âme repose en paix. J'ai écrit un document de 25 pages que je lui ai. Il dit à la réunion du gouvernement que je viens de recevoir un document qui vient de Lubumbashi. Il y a un chercheur qui vient d'écrire et il interdit de ne pas faire la réforme monétaire. Et il a souhaité la réforme fiscale que la réforme monétaire. Pourquoi vous ne vouliez pas de la réforme monétaire? Non, la réforme monétaire, c'est un simple changement de signe monétaire à ce niveau-là. Mais attention, quand on fait les réformes monétaires, vous devez avoir un matelas de devises. Vous devez avoir le support pour lequel cette réforme sera assise. Voyez. Mais quelle a été la conséquence? Quand j'ai essayé d'accord de réunir les éléments de cette réforme-là, et les grands dangers qui menaçaient la conjoncture internationale, vous savez réellement que non, pour le président Kabila, l'export était la Gécamine. Or, la Gécamine, à ce moment-là, avait déjà empoché l'argent sans livrer les produits. Tout on côté sur la Gécamine. L'Interpol est venu même dans nos frontières, là où sont d'accord des produits miniers. Et pour essayer d'accord de mettre la main sur ça. C'est ça la grande conséquence de ça. Donc le support n'était pas très efficace. Eh bien, le président se lance à cette réforme-là. Au lieu de faire la réforme fiscale, on a fait la réforme monétaire. J'avais dit que cette monnaie va connaître une dépréciation. Voyez. Et en fait, au lendemain du lancement de la réforme monétaire, là, les francs congolais s'est déprécié de 285%. C'était spectaculaire. C'était spectaculaire. Nous sommes en train d'évoluer. La réforme monétaire pour vous n'était pas la bienvenue. Oui, n'était pas vraiment de l'opportunité. La réforme fiscale. On pouvait continuer avec la monnaie de l'époque, le nouveau Zaïre. Le nouveau Zaïre. Mais pas aller dans le franc congolais, mais paix à leurs âmes, Mobutu et Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila prend le pouvoir en 2001. Le franc congolais. Comment vous voyez la situation économique sous Joseph Kabila? Comment l'économie s'est comportée? Parce que l'économie RDC a trop de... Bon,
Vous savez, quand on arrive pour la première fois aux affaires, il faut d'abord chercher à apprendre et à maîtriser d'accord tous les paramètres. Voyez, ce n'est pas comme Félix a eu la chance d'observer notre économie et la gestion de tous ceux-là qui ont passé avant lui. Il a eu l'occasion de maîtriser, de savoir. C'est ça, c'est ça. Alors, mais Joseph est venu directement comme ça. Il a fallu d'abord chercher à s'installer et puis à apprendre et à connaître et à maîtriser certains paramètres. Alors, donc, le débit était bien parce qu'il avait fait un discours qu'il avait fait quand il avait demandé au DG de la SNEL et de la Régie des eaux, si vous n'êtes pas en mesure de donner l'eau et le courant, l'électricité à la population, démissionnez. C'était un bon discours qu'il avait commencé. Mais vous avez apprécié. Mais oui, mais c'est ça. S'il n'y a que le seul discours que le président Joseph Kabila a fait, c'est ça, ce discours-là, où il a fait d'accord des recommandations et intimement l'ordre a déjà démissionné si nous sommes en mesure d'accord de répondre aux besoins de la population en matière d'électricité d'eau. Malheureusement, nous sommes sous Joseph Kabila. Comment l'économie s'est comportée? Bon, il y a eu des phases ascendantes et des phases descendantes. Nous en avons besoin. Oui, la phase ascendante, c'est-à-dire que la croissance économique, vous savez, l'arrivée de Matata avec des mesures. D'abord, ça, il faut aussi donner l'occasion à ce monsieur de Lamouka, qui était Premier ministre, à Mouzito, qui a au moins donc, il a balayé le terrain. Voyez, il a mis des structures capables pour remonter notre économie et renouer avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Attention, madame, l'économie ne peut marcher que quand il y a aussi un appui extérieur. Il faut s'attendre à ça. Vous voyez? Cet appui extérieur, ce n'est pas ça qui pose de problème aujourd'hui à la RDC, mais également à d'autres pays africains, cet appui extérieur. J'aime bien dire entre guillemets, cette communauté internationale, les institutions de Bretton Woods. Oui, il est vrai, je ne me contredis pas, il est vrai que la Banque mondiale n'a jamais développé aucun pays. Le financement des FMI pose de sérieux problèmes. Oui, parce que ce sont les conditions de négociation. Les conditions, il faut négocier les conditions à un moment. Quand on vous dit réellement que non, vous devez pour permettre à ce que les effets d'entraînement de l'endettement sur votre économie, n'est-ce pas, soient positifs, il faut ça, il faut une discipline. Quand on dit discipline de votre finance publique, voyez, c'est comme ça qu'aujourd'hui, à la fin, nous allons demander au président Félix de réduire le train de vie des États et des institutions. Il faut réduire ça. Trop, c'est trop. Déjà, au départ, vous avez suivi avec le procès de 100 jours. Nous a relevé beaucoup de choses et on a compris comment les pays étaient gérés. Malheureusement, on ne s'est pas entré dans le procès de 100 jours. Revenons à ce que vous étiez en train de dire sur Adolphe Mouzito qui a... Oui, il a fait un travail de titan. Un travail très intelligent et un travail vraiment qui a permis à Matata d'avoir une économie déjà qui était déjà... pour laquelle l'ouverture était déjà très bonne. Et c'est comme ça que Mouzito a permis à ce que nous puissions renouer avec les FMI. Mouzito a permis à ce que les pays soient considérés comme étant les pays les plus endettés. Donc, dans les pays très endettés, qu'on soit pour bénéficier des réchauflements de la dette, des aménagements de la dette et qu'on sort, et d'être les pays, parmi les pays des PTT, bénéficier de 50 millions. Des 50 millions, n'est-ce pas ici qu'on disait, dans le montant de la dette là, vous n'allez pas commencer à payer, vous ne payez plus. Maintenant, commencez à reconstituer les réserves d'échange. Commencez parce que c'est ça ce qui est beaucoup plus important. Comme nous avons une économie extraversive, tournez vers l'extérieur. Tout ce que vous allez acheter à l'extérieur, importer, même la technologie, même les outils de production et consorts, vous devez le faire en termes de quoi? De moyens de paiement internationaux. Ce que nous appelons la liquidité internationale. Ce que nous appelons cette liquidité internationale-là, il faut en disposer ça. Et ce qui permet à vous de construire des réserves internationales. Les réserves en termes de moyens de paiement internationaux. Vous savez qu'une bonne monnaie, une forte, comme j'avais dit au départ ici, que le reflet d'une monnaie, le reflet d'une économie, c'est la monnaie. Justement, c'est ça. Et vous devez avoir une monnaie qui doit répondre à ces 5 conditions, 5 fonctions. Il y a des fonctions traditionnelles de la monnaie, ça, ce n'est plus encore ça. Maintenant, votre monnaie doit répondre à une compétition internationale. Être monnaie internationale, être monnaie mondiale. Or, les Zaïre, monnaie était monnaie mondiale. Mais le franc congolais n'est pas monnaie mondiale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque vous soulevez cette question, vous avez travaillé à l'époque sur cette question de la réforme monétaire, réforme fiscale, de votre point de vue. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce jour, avant que vous parliez de... Oui, à ce jour, c'est pas là que j'ai dit, c'est que nous devons éviter les erreurs du passé. Pendant la période de Joseph Kabila, il y a eu Matata qui est venu, qui a pris les bâtons de Pérélin. En continuant, il y a eu la relance de l'économie. Il y a une croissance économique, nous avons commencé à réaliser une croissance que nous avons vécue à l'époque. Vous êtes sûr? Ah mais oui, mais je vous... sont en train de... Mais non, mais je suis scientifique. C'est le scientifique a accepté que Matata a travaillé, il a relancé l'économie, mais il y a une croissance économique qui ne répondait pas aux désidératas de la population. Non. C'est-à-dire?
C'est-à-dire réellement que non, oui, on fait des efforts de sortir, d'augmenter la production parce que la monnaie, sa stabilité, eh bien, c'est la croissance de la production. Il faut faire une croissance économique. Mais la croissance doit être soutenue, continue et durable. Dommage en est que nos croissances n'étaient pas comme ça. Vous voyez, c'était en dents de scie, en dents de scie. Une période où on réalise la croissance, à un moment donné, il y a baisse à cause de conjoncture internationale, limitation économique internationale. À un moment donné, il y a une croissance, à un moment donné, il y a une baisse et ça commence à créer des problèmes. La croissance économique, ça signifie quoi en des termes plus simples? Oui, la croissance économique, en un mot, c'est la croissance, c'est l'augmentation de la production. Et cette production-là, avec toutes ces variétés. Alors, dans ce cas-là, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est l'augmentation de la production. Et cette production qui est destinée à l'exportation. Maman, il faut exporter. C'est l'une des raisons que vous avez dans la structure gouvernementale, tout un ministère de commerce extérieur. Ça ne vous dit absolument rien. Mais c'est un méga ministère. C'est le ministère qui doit faire vivre le pays. Est-ce que, puisque vous soulevez, est-ce que le ministère du Commerce extérieur, je ne parle pas des dirigeants, est-ce que ce ministère-là sait que c'est un ministère très important pour l'évolution, pour l'économie de la RDC? Ah, mais non, mais c'est ça le problème qui est là. Les gens qui viennent, les gens qui s'amènent pour gérer ça, on prend n'importe, même des mécaniciens, on met à la tête de ces ministères. Mais il faut chercher d'accord un économiste qui va gérer ces ministères. Et puis nos ambassades aussi. Parce que pour les gens qui ont fait les relations internationales, pensent seulement que les ambassades, c'est les racistes. Non! On ne peut pas mettre les gens de l'ANER à l'ambassade et mettre n'importe qui à l'ambassade. Ça, c'est un autre dossier. Évoluons avec votre façon de voir les choses sous Matata Mpogno. Vous reconnaissez qu'il y a eu la croissance économique. Oui, oui. Mais une croissance économique qui souffrait. Oui, qui souffrait parce qu'elle ne répondait pas aux désidératés de la population. Et puis, il y a eu la stabilité des taux d'échange. Il y a aussi la stabilité momentanée, n'est-ce pas, ici des prix. Et puis, le pouvoir d'achat, eh bien, même si ce pouvoir d'achat ne s'améliorait pas en fonction de la croissance, ça serait pour dire réellement qu'il y a un problème de la discrimination en matière de répartition des fruits de la croissance. Or, les fruits de la croissance, il faut les répartir de manière équitable. Mais quand on n'arrive pas à répartir ça de manière équitable, il y a discrimination, maman. Quand on dit réellement c'est la jalousie, la dictature est une forme complète de la jalousie. Quand vous ne voulez pas répartir les richesses de la nation, les fruits de la croissance de manière équitable, et vous avez déjà dans des institutions qui ont de gros salaires, pourtant nous avons le même diplôme. Vous avez suivi quand Kamere a dit ça pour le 30 jours. Que quand il est venu, il a doublé 3 fois. Il a doublé 3 fois le salaire des gens qui travaillent. Lui-même s'est tapé 34 millions de francs congolais. Il semble que sous d'autres cieux, dans ce pays, il y a des gens qui touchent 34 000 $ le mois, pendant que le huissier a 45 $ le mois. Alors, mais, très bien. Maintenant, quelle est la classe, quelle est la catégorie d'accord sociale qui consomme beaucoup plus? Mais c'est la basse classe qui consomme. Mais cette basse classe qui consomme plus pour augmenter, parce qu'il faut relancer la production par la relance de la consommation. Malheureusement, on est en train de le faire déjà si le réalisateur me dit qu'on n'a plus assez de temps. Il y a de la matière, on va y revenir. On va y revenir. Donc, sous Joseph Kabila, vous dites que s'il y avait de bons moments et de mauvais moments. Ouais. Ça, il faut reconnaître ça. Ouais. Il faut reconnaître. Nous avons eu Matata Mpogno comme Premier ministre, nous avons eu Adolphe Nzide comme Premier ministre, Gizenga comme Premier ministre. Tibala. Mais si je ne cite pas parce qu'il n'y a pas eu d'accord des effets, il n'y a pas. Non, il n'y avait pas eu des effets. Le gouvernement Bruno Tshibala. Il y a aussi le gouvernement Gizenga. Pour vous, il n'y a pas eu vraiment des effets. Non. Deux qui ont dirigé Adolphe Nzide et Matata, vous avez senti qu'il y avait des effets? Non, ce sont les effets positifs de la gestion des Mouzitou et des Matata qui ont permis à ce que les autres, quand ils sont venus pour prendre les affaires en main, ils ont eu les effets d'entraînement. Mais malheureusement, ici, ils sont livrés dans une aventure galante. Ils se sont livrés dans une aventure galante. Okay, nous sommes en train d'évoluer, petit à petit, nous sommes en train de finir. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris le pouvoir. En 2019, il devient chef de l'État. Nous sommes avec lui, nous sommes en 2020 au mois de juillet. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce jour? Il y a eu tellement de promesses. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'économie, ce que nous vivons sous Félix-Antoine Tshisekedi? À ce jour, nous sommes à 1 $ qui est à 2000 francs congolais ou 2100 francs congolais. Est-ce que l'économie marche sous Félix-Antoine Tshisekedi? Il ne faut pas seulement voir dans l'économie
pour la monnaie. La monnaie est totalement fragilisée. Cette fragilisation est caractérisée par les effets accumulatifs. Commencement bien, les milliers, c'était bien consommé, mais à la fin, là, il y a eu un relâchement. Et ce relâchement-là nous a conduit jusqu'à ce que l'autre vienne récupérer ces relâchements. Les relâchements à travers les indicateurs. Les taux d'échange basculaient déjà. Et on criait déjà. Moi-même, j'ai envoyé, quand ma date a pris, dans les 28 mesures du gouvernement, j'ai contribué au moins à 45% des mesures que nous avons envisagées. Parce que quand on l'a publié ça... Et aujourd'hui, vous nommez, vous mettre quelque part comme ministre du Commerce extérieur ou... Des finances, surtout des finances. Des finances ou de l'économie. Donnez-moi, faisons pas... Bon, c'est une parenthèse que j'avais ouverte, je la referme vite. Oui, parce que vous savez le problème qui est là, il faut être dans un parti politique. Et je ne suis pas dans un parti politique, mais ce que nous voulons... Oui, mais ce que nous voulons... Non, mais attention, il y a professeurs et professeurs. Okay, il y a des professeurs parce que le président Kabila, le sénateur à vie, nous a démontré qu'il n'a pas trouvé 15 personnes. Or, il était entouré par des professeurs. Donc, ces professeurs ne représentaient absolument rien. Il doit se gêner, ces professeurs-là qui étaient aux alentours là. Oui. Alors, il a hérité une situation pour laquelle il devait faire un effort, se préparer déjà en conséquence. Parce que lui, au moins, il a vécu toutes ces différentes phases-là. Ça devait faire d'accord des leçons afin de venir prendre les affaires. Vous voyez, des leçons déjà à ce niveau-là. Donc, il devait déjà cerner le contour des problèmes congolais et, en fait de compte, de s'attaquer à ça directement à ce niveau-là. C'est comme ça qu'il est venu, il commence à opérer un état de droit. Ok, félicitations, relevez la justice. Ok, allons avec ça. Parce qu'il faut arrêter les gens. Combien de millions qu'il a récupérés? Parce que vous ne voulez pas faire une émission sur ça. Depuis qu'il est là, réellement, que l'argent qu'il a récupéré s'élève à combien? Voyez. Et puis, il y a, vous savez réellement que madame, à l'époque de Ken Wadondo, qui était procureur général, à l'époque de Ken Wadondo, qui était encore, qui était procureur général. Mais il faut voir la contribution des recettes judiciaires dans le budget de l'État. S'il vous plaît, c'était 23%. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas ça le cas. Comment les procureurs doivent rester dans des bureaux climatisés avec les OPJ et pourtant, il y a des infractions par-ci, par-là. Même les soupçons, il faut suivre ça. Vous savez, il y a un détournement quelque part là-bas, il faut suivre ça. Même des rumeurs, mais oui, il doit enquêter sur ça. C'est comme ça maintenant, c'est ça ce que j'avais souhaité à l'époque. À l'époque, quand j'ai fait des recommandations sur les systèmes militaires congolais. À l'époque. Que faudrait-il faire? Qu'est-ce que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo doit faire aujourd'hui? Maintenant, aujourd'hui, oui, pour relancer l'activité. Très bien. Et stabiliser l'économie. Oui. Comment il doit s'y prendre? D'abord, les facteurs qui sont à la base de la fragilisation de l'économie congolaise sont au nombre de 3. D'ordre environnemental, c'est-à-dire que nos sont des facteurs, c'est l'environnement économique international et national qui fragilise l'économie congolaise. Deuxième élément, c'est des facteurs d'ordre monétaire. Notre monnaie est le reflet de la santé économique de la nation. Il faut la stabilité, il faut stabiliser la monnaie et il faut une politique monétaire cohérente, capable et très efficace, très crédible. Or, donc, tout ça, c'est la Banque centrale. Et quand il faut voir d'accord les facteurs d'ordre monétaire là-bas, la gestion de la Banque centrale pose un sérieux problème, maman. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aussi dire, parce que c'est pas bon... Je n'ai pas encore terminé, Troisième facteur, madame, c'est la balance des paiements. La balance des paiements ici. Ouais, je reviens sur les échanges internationaux. Bon, c'est le commerce extérieur. Les échanges internationaux. Donc, nous devons diversifier la production, diversifier les échanges. Et pour permettre à nous d'accumuler les moyens de paiement internationaux. La technologie, vous allez acheter ça. Vous allez payer ça en monnaie internationale, pas en monnaie locale. Les francs congolais, c'est une monnaie... Est-ce que les francs congolais ne remplissaient pas les fonctions monétaires? Alors aujourd'hui, puisque vous avez soulevé les 3 aspects, pour que nous ayons une économie plus ou moins stable. Stable et capable de stabiliser la monnaie. Cette économie-là. Mais non, il y a une question. Est-ce qu'il ne faudrait pas, aujourd'hui, à ce jour, nous sommes le 28 juillet 2020, est-ce qu'à ce jour, vous pouvez dire qu'il faudrait changer de monnaie? Parce que le franc congolais, qui était autrefois une monnaie forte. Oui, ça il faut reconnaître ça. Autrefois une monnaie forte, mais le franc congolais a montré ses limites. Est-ce que la RDC doit rejoindre un camp, je ne sais pas, une zone monétaire appropriée comme ça? Nous sommes dans une zone parce que, vous savez, en 2002, le président Kabila avait déjà signé une ordonnance qui a autorisé les dollars américains de circuler chez nous.
Hein, c'est comme par exemple... C'est une ordonnance. Oui, mais l'ordonnance, pourtant, c'est l'une des raisons, vous avez les dollars américains. Oui, le tout, il faut les dollars américains. Il y a des difficultés, il faut résoudre l'économie de la RDC. La monnaie est une des conditions. La monnaie est le reflet de la société. Très bien. Est-ce qu'à ce jour, on ne peut pas dire qu'il faudrait basculer, nous quittons la zone dollar, nous allons dans une autre zone? Oui, si vous demandez à mes étudiants qui sont en deuxième licence économie monétaire, nous avons débattu cette question-là. J'avais dit, est-ce que faut-il intégrer une zone monétaire pour avoir la stabilité de notre monnaie et consort, parce que la pénétration dans une zone monétaire a aussi des avantages, parce que ça permettra d'assurer, d'abord, de vous discipliner sur les plans des finances publiques et de gérer convenablement les réserves d'échange. Vous aurez maintenant des réserves d'échange communes. Vous ne pouvez pas d'accord aller au-delà pour commencer à épuiser, n'est-ce pas, les réserves d'échange. C'est comme ça, même on s'est attaqué à Kamere qui a demandé à Yav d'épuiser, au ministre des Finances scellé, d'épuiser sur les réserves internationales. Bon, ça pose de sérieux problèmes. Mais madame, ce que nous voulons dire ceci. À l'heure actuelle, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut soigner les finances publiques. Il faut réduire les dépenses de l'État. Les trains de vie des institutions. Ça, c'est très important, madame. Quelqu'un qui a 34 000 $. Oui, oui, par exemple. Ça. Par exemple. Avec un autre Congolais qui a 46 $. Oui, oui. Oui, par exemple, ça, vous voyez, c'est ce cas-là. Il faut appliquer la déflation qui consiste à rabattre les salaires des gens qui touchent plus haut. Ce que vous dites là, c'est ça. Ce sont des mesures qu'on a tenté de prendre ailleurs pour améliorer et équilibrer les choses. Parce que les vrais consommateurs qui doivent relancer l'économie, c'est la basse classe. Et c'est au niveau de la basse classe que vous devez rehausser les salaires. Vous devez déprimer les salaires des autres pour renforcer les salaires de la classe de consommation. Dommage, la réalisation fait déjà signe, nous sommes pratiquement à la fin. Votre mot de la fin pour clôturer ce magazine d'aujourd'hui concret. Oui, je fais des recommandations au président Félix. En vous souhaitant, n'est-ce pas, ici un bon mandat, mais faites un effort de manière à tenir compte des aspirations de la population. Et pour ce faire, je pose 4 conditions ou 5 conditions comme ça. Un, d'abord, il faut développer l'agriculture et en diversifier cette agriculture-là. L'agriculture. Oui, oui. Et surtout, nous allons aussi miser beaucoup plus sur l'agriculture destinée à l'exportation. Okay. Pas une culture pérenne ici. Donc le bois, le thé, les autres, il faut ça. Parce que dans le cas où il y a baisse des produits miniers, les prix de coûts, on peut arriver à compenser par... Deuxième élément, il faut l'optimisation de l'industrie minière. Donc il faut voir les secteurs, mais oui, l'optimisation de l'industrie minière, c'est-à-dire que rendre ça optimal pour répondre aux aspirations. Troisième élément ici, la décentralisation économique provinciale. Il faut cette décentralisation tellement nécessaire. Les effets d'entraînement, nous sommes en train de sentir ça ici avec notre jeune gouverneur et avec le gouverneur des lois là-bas. Vous voyez les effets d'entraînement. Cette décentralisation-là, économique et régionale, ce qui permet... Quatrième élément ici, le management de l'ensemble des appareils de l'État. Le management de l'ensemble des appareils de l'État, il faut des leaderships innovants. Il faut des responsables. Ça, c'est un management public. Il faut des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Éviter le tribalisme, le clientélisme. Il faut éviter toute cette histoire-là. Nous voulons avoir des hommes intègres, des hommes d'élite, des hommes intelligents. Concret qui a reçu pour vous le professeur Labibo Ketchou, qui est économiste de formation, professeur associé à l'université de Lubumbashi. Avec lui, nous avons eu le temps de parler au fait de l'autopsie du régime Joseph Kabila Kabange, donc de 2001 à 2018, et du régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de 2019 en 2020, puisqu'il n'a pas encore fait beaucoup de temps. Il a donné les éléments sur la situation économique depuis 1960, même jusqu'à ces jours. Il a relevé ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Donc l'économie a encore des problèmes. Bye bye et à la prochaine.